Bonjour et bienvenue pour cette première édition du Cléliz Award Show. Bon, en vrai, c'est juste mon bilan de l'année, mais je voulais me donner un style. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon top 10 des meilleurs films de 2024, en tout cas ceux que j'ai préférés. Alors, en 2024, j'ai vu 96 films en tout. C'est pas si énorme, franchement, j'ai fait mieux ces dernières années, mais écoutez, on se fout pas la pression. Je sais que j'ai moins vu de films chez moi que d'habitude. Par contre, j'en ai beaucoup vu au cinéma. J'en ai vu 68 films en salle de cinéma. C'était pas que des sorties 2024, il y a eu aussi bien sûr des rétrospectives. Je sais que j'ai fait plusieurs marathons, j'ai fait Star Wars, j'ai fait Seigneur des Anneaux, donc évidemment ça compte, hein. Alors attention, disclaimer, ce ne sont que mes avis. Faut savoir que j'ai fait en sorte de mettre des films qui m'ont marqué, le plus marqué cette année. Ça veut pas dire forcément que c'est le meilleur film. Vous allez me voir dans mes mentions honorables qu'il y a des films que j'ai trouvé très bons et qui ne sont pas retrouvés dans le top 10 pour des raisons X ou Y. Ce n'est que mon avis personnel, c'est mes coups de cœur à moi. Voilà, je vais vous dire pourquoi je les ai aimés, mais voilà, je ne prétends pas avoir la science infuse, bien évidemment. Alors tout d'abord, on va commencer par les mentions honorables. Mentions honorables, c'est les films qui ne sont pas dans mon top 10, mais qui auraient pu l'être. On a notamment, évidemment, La Zone d'intérêt, qui est un excellent film. Il est dans les top 10 de nombreuses personnes et je comprends parfaitement pourquoi. Personnellement, je l'ai rattrapé en 2025. Du coup, j'ai du mal à le mettre dans mon top 2024 et c'est aussi le cas de l'histoire de Suleiman, que j'ai aussi rattrapé en janvier 2025. Donc voilà, ils ne sont pas dans mon top pour cette raison, parce qu'ils m'ont pas marqué en 2024. Puis il y avait d'autres films que je voulais mettre dans ce top 10, mais c'est deux excellents films. L'histoire de Suleiman, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus, je vous en parlerai de toute façon dans mes favoris de janvier. Et ensuite, on a Alien Romulus, pour le coup je l'ai vu en 2024 et il aurait pu être dans le top 10, mais il s'est fait dépasser de peu. Donc voilà, ils ne sont pas dans le top, mais ils mériteraient, et voilà, je voulais quand même en parler. C'est parti pour le top 10. Top 10, on a évidemment Wicked. Wicked qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Je vais vous lire le synopsis. Adaptation de la célèbre pièce de Broadway, Wicked suit l'histoire des deux sorcières légendaires du monde d'Oz. Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de sa couleur de peau verte, qui ignore encore toute l'étendue de ses pouvoirs, et Glinta, une autre élève de l'université de Shees qui est obsédée par la popularité. De là va naître une amitié aussi profonde qu'improbable, qui va rapidement être mise à l'épreuve par les valeurs des deux protagonistes, lorsqu'elles vont découvrir les secrets du monde d'Oz. Quand j'avais vu la bande-annonce, ça me donnait pas du tout envie, honnêtement. Je trouvais ça un peu moche. Et je sais pas, je m'attendais juste à un blockbuster fade, sans aucune personnalité. Et du coup, j'ai été extrêmement surprise. Pour moi, c'est un film de grand spectacle. On ne s'ennuie jamais, c'est spectaculaire, c'est grandiose. C'est très rythmé. Les chansons, elles sont géniales. Et on est emporté dans l'histoire de Glinda et Elphaba qui sont extrêmement touchantes. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé les costumes qui étaient très beaux. Honnêtement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un blockbuster qui respecte son public en fait, qui veut lui donner de quoi manger et qui lui donne des bonnes choses. Et voilà, c'est pour ça que j'ai été très agréablement surprise. Comme je vous dis, je m'attendais à juste un autre blockbuster sans personnalité et c'était pas du tout le cas. C'est hyper kiffant, c'est hyper chouette. Les chansons, elles sont géniales. Donc voilà, moi je connaissais pas la pièce de Broadway, enfin je connaissais de nom, mais j'avais jamais vu. Et du coup, ça m'a bien introduite à l'univers d'Oz. En plus, j'avais même pas vu le Magicien d'Oz. C'est un gros coup de cœur et j'ai choisi de le mettre dans mon top 10 parce que ça a quand même marqué mon année. Donc ça aurait été bizarre de pas le mettre. Top 9, c'est Civil War de Alex Garland. Civil War est un thriller dans lequel on suit un groupe de journalistes de guerre traversant une Amérique dévastée par une guerre civile et dont l'objectif est d'interviewer le président isolé à Washington avant que les forces rebelles n'atteignent la capitale. Au cours de leur périple, ils sont confrontés à la violence de la guerre et à des dilemmes moraux mettant à l'épreuve leur intégrité professionnelle et personnelle. Alors moi je connaissais Alex Garland comme le réalisateur de Ex Machina et de Men, deux films que j'avais beaucoup appréciés, du coup j'étais très curieuse de voir Civil War. Je n'ai pas du tout été déçue et j'ai instantanément compris que ce serait un de mes films préférés de l'année. Civil War, c'est un film à voir, un film important de par son aspect politique et encore plus à l'heure actuelle. C'est aussi un film très dur à regarder. Je me souviens être physiquement mal en le regardant, tellement il arrive à nous projeter dans la violence de la guerre. Par ses personnages si bien écrits, mais aussi par sa mise en scène. Je pense notamment aux coups de feu qui résonnaient si fort dans la salle que j'en avais des coups dans la poitrine. Je me souviens que j'ai été soulagée quand le film s'est terminé, tant j'étais mal en le regardant. Mais pour autant, je suis tellement heureuse de l'avoir vu parce que pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films de l'année. C'est extrêmement puissant, extrêmement bien joué. C'est avec Kirsten Dunst. Pour moi, c'est un film très important et même s'il est très dur, pour moi, c'est à voir. Top 8.
on a évidemment Pauvre créature, réalisé par Yorgos Lanthimos, réalisateur de The Lobster notamment, ou Kinds of Kindness plus récemment. Bella, interprétée par Emma Stone, est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et excentrique Dr. Godwin Baxter. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec un avocat habile et débauché, joué par Mark Ruffalo, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Alors j'avais vu qu'un film de Yorgos Lanthimos, c'était The Lobster, et j'étais beaucoup trop jeune quand je l'ai vu, donc on va pas en parler, hein. Bref, Pauvre créature, pour le coup, j'ai adoré. C'est un film extrêmement singulier, et ce que je préfère dans ce film, c'est l'univers complètement fou dans lequel il se déroule, notamment les personnages aussi qui sont tout aussi fous. J'ai adoré de manière générale l'esthétique du film, que ce soit l'image, les décors, les costumes magnifiques. Ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce film, c'est le jeu des acteurs, notamment celui d'Emma Stone, qui est exceptionnel dans le film. En plus, elle a pas du tout un rôle facile, puisqu'elle interprète quand même un personnage qui a un cerveau d'enfant. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me faisait peur avant d'aller voir le film. J'avais peur que ce soit glauque. Et en fait, pas du tout, puisqu'on cesse de nous rappeler qu'on est dans un univers complètement fantasque, même s'il résonne évidemment de nombreux points avec le nôtre, dont les codes sont constamment remis en question par le personnage d'Emma Stone. Top 7, Maxine. Troisième volet de la trilogie d'horreur de Ty West, le film suit les aventures de Maxine, qui, après les événements de X, débarque à Los Angeles avec l'ambition de devenir actrice. Mais alors qu'un mystérieux tueur traque les starlets d'Hollywood, des indices menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine. J'étais déjà une immense fan de X, qui est tout simplement l'un de mes films d'horreur préférés. J'avais bien aimé Pearl, mais un petit peu moins, et du coup j'avais peur que Maxine soit pas à la hauteur du premier volet, et en fait, il ne m'a pas du tout déçu. Je pense que j'aime presque autant Maxine que X. Enfin, j'arrive pas du tout à décider sur lequel est mon préféré, parce que je suis attachée à X vu qu'il y a une valeur sentimentale de c'était le premier. C'était hyper nouveau comme manière de faire, et ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Mais en même temps, Maxine est vraiment excellent, du coup, je sais pas du tout lequel je préfère. J'ai adoré suivre à nouveau les aventures de Maxine, qui est brillamment interprétée par Maya Goth, qui est juste exceptionnelle durant toute la trilogie. Tout comme X était un hommage aux films des années 70, Pearl un hommage aux ceux des années 50, Maxine est un grand hommage aux slashers des années 80. Tous les codes sont là, l'esthétique flashy des années 80 et ses néons, un tueur très mystérieux, et surtout une final girl emblématique. Sans parler évidemment des nombreuses références cinématographiques qui sont glissées dans le film. Moi je suis très faible, j'adore les films qui rendent hommage au cinéma, et Maxine en fait partie. Bref, pour moi c'est une grande réussite, et si vous n'avez pas vu la trilogie d'horreur de Ty West, je vous la conseille. Pour moi c'est la meilleure trilogie récente qu'on a eue en horreur, donc foncez. Top 6, il va faire débat puisque c'est Joker 2. L'histoire se déroule 2 ans après les événements du premier film. Arthur Fleck est incarcéré à l'hôpital psychiatrique d'Arkham, où il attend son procès pour ses crimes en tant que Joker. C'est là qu'il rencontre Lee, jouée par Lady Gaga, une autre patiente qui est obsédée par le Joker. Voilà, encore une suite dans ce classement. Je sais que Joker Folia 2 n'a pas du tout fait l'unanimité, mais je ne cesserai d'expliquer en long, en large et en travers pourquoi ce film est une grande réussite. J'en ai déjà parlé dans mes favoris d'octobre, et je veux continuer à le défendre parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas allés le voir juste parce qu'ils ont vu des avis négatifs sur les réseaux sociaux, et ça me saoule. Vu la tempête qui s'est pris à sa sortie, j'avais beaucoup d'appréhension quand je suis allée voir Joker Folia 2 au cinéma. Mais quand les lumières de la salle se sont éteintes et que le film a commencé, j'ai très vite été embarquée. J'aime beaucoup le fait que Todd Phillips n'ait pas simplement recopié la recette du Joker 1, mais ait totalement réinventé le film en le transformant en comédie musicale. J'aime beaucoup le parti pris de ne pas faire de Joker un héros, mais de le montrer comme un homme fragile et plein de failles. C'était déjà le cas dans Joker 1, mais j'ai l'impression que les gens l'ont oublié. J'ai aimé l'interprétation des acteurs, la beauté des images et les émotions que le film m'a fait ressentir tout du long. Les scènes musicales sont très belles, c'est un bon moyen d'entrer dans la psychologie des personnages et dans la bulle qu'ils se créent tous les deux. Donc voilà, si vous l'avez pas vu à cause des mauvais avis qui s'est pris, je vous conseille d'aller vous faire votre propre avis. Top 5. Le top 5, c'est Anora. Anora est une comédie dramatique réalisée par Sean Baker. Le film suit Anora, interprétée par Mikey Madison, une jeune travailleuse du sexe de Brooklyn dont la vie prend un tournant inattendu lorsqu'elle rencontre et épouse impulsivement Vania Zakharov, le fils d'un oligarque russe. Leur mariage attire l'attention de la famille de Vania qui cherche à annuler l'union, mettant leur histoire d'amour en péril. Là, pour le coup, Anora, c'est un film qui a eu beaucoup de succès critique. Il a notamment remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes. Moi, j'ai adoré ce film parce que je l'ai trouvé tellement original, drôle et touchant, et surtout tellement bien écrit et bien interprété. Chaque acteur est excellent dans son rôle, et chaque personnage est extrêmement bien écrit et bien développé. Le film cesse de nous surprendre tout le long. Le personnage d'Anora est extrêmement touchant, c'est bien fait. On évite les clichés habituels sur le travail du sexe. Bref, c'est très bien fait, c'est drôle, ça fait pleurer. C'est un des meilleurs films de l'année.
Top 4. Alors mon top 4 c'est Furiosa de George Miller. Furiosa est le préquel de Mad Max Fury Road dans lequel on suit l'histoire de Furiosa. Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortanjo et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Furiosa m'a permis de découvrir ensuite Fury Road, qui est tout simplement un chef-d'œuvre et que j'ai eu la chance de quand même voir en salle de cinéma. Du coup, j'ai vu Furiosa avant Fury Road, mais comme c'est un préquel, du coup, c'était très bien de voir dans ce sens-là, je trouve. Furiosa est pour moi un excellent film puisqu'on y suit l'un des personnages féminins les plus passionnants de ces dernières années. C'est un film extrêmement moderne et c'est assez surprenant puisque le réalisateur a quand même pratiquement 80 ans. Pour moi, il se dresse très fièrement aux côtés de Fury Road, même si Fury Road est un peu au-dessus puisque pour moi c'est un chef-d'œuvre, mais Furiosa est juste un excellent préquel. Il maintient un équilibre parfait entre des scènes d'action bourrées d'adrénaline et un récit extrêmement touchant qui nous est raconté presque à la manière d'une légende. La mise en scène est complètement folle et unique. Moi qui n'avais jamais vu Mad Max Fury Road, j'ai pu découvrir l'univers complètement fou de Mad Max, un univers dont chaque détail a l'air réfléchi et hyper travaillé. C'est un film durant lequel on ne s'ennuie pas une seconde et je peux encore affirmer aujourd'hui que c'est une grande réussite puisque je l'ai revu très récemment au cinéma. Top 3. Attention, on arrive dans le top 3. Alors, mon troisième film préféré de l'année, c'est Flow. Un chat se réveille dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve alors refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux. Mais s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux. Encore un film dont je n'attendais pas grand chose et qui a été une excellente surprise pour moi. Alors ok, tout le monde l'encensait, mais je pensais pas que ça me toucherait autant honnêtement. Ce qui est très très fort avec ce film, c'est qu'il est totalement muet. On suit des animaux qui font des bruits d'animaux. Pas de dialogue, pas de paroles humaines, seulement des paroles animales. Et pourtant, malgré cela, on comprend tout, on ressent tout et on se laisse embarquer dans ce monde post-effondrement. C'est touchant, c'est palpitant et surtout c'est très très beau. Chaque animal a sa propre personnalité. Moi, évidemment, mon préféré, c'était le capybara. Et chacun apprenne à évoluer ensemble sur le bateau. L'histoire est très simple, mais elle est narrée à la perfection. Pour moi, ce film, il est parfait en tout point. Et en plus, il est accessible à tous les âges, puisqu'il fait appel à une chose, nos émotions. Top 2, c'est évidemment Emilia Pérez. Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et à réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années. Devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Le synopsis est très moyen, mais bref. Alors je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais ça m'insupporte depuis que Emilia Pérez a été nommée 13 fois aux Oscars. Les gens osent critiquer ce film d'une manière totalement débile, puisque la plupart des gens qui critiquent n'ont même pas vu le film, ils le disent eux-mêmes. Donc pourquoi il est critiqué? Parce que il a été nommé 13 fois, et du coup les gens, ils sont jaloux, ils sont tristes parce qu'ils disent que ça a été nommé à la place de Wicked, vu que Emilia Pérez est aussi une comédie musicale. C'est incomparable en fait. Wicked, moi j'adore, mais les gars, genre comment vous osez comparer? Vous avez même pas vu le film. Emilia Pérez, c'est une excellente comédie musicale, c'est juste incomparable et ça m'énerve. Enfin bref. Alors Emilia Pérez, s'il se retrouve à la 2e place de mon classement, c'est parce que dès que je l'ai vu, c'était un énorme coup de cœur et je savais que ce serait très difficile de le détrôner. Alors oui, après il a été détrôné par un autre film qui sera mon top 1. Mais il aurait pu être top 1, c'est juste que l'autre film me touche plus personnellement. Alors Emilia Pérez, comme j'ai déjà dit, c'est une comédie musicale. C'est d'ailleurs là que je me rends compte que dans mon top 10, il y a quand même 3 comédies musicales, c'est énorme. Enfin bref, c'est un film pour moi absolument magistral. C'est du grand spectacle, mais c'est aussi un film qui est extrêmement sensible et extrêmement touchant. Le film est porté par un ensemble d'actrices extrêmement talentueuses, notamment Carla Sofia Gascon et Zoé Saldana, qui sont totalement exceptionnelles dans ce film et qui nous offrent pour moi parmi les meilleures prestations de l'année. La mise en scène est extrêmement bien maîtrisée, avec notamment des scènes musicales à couper le souffle. Les musiques d'ailleurs, moi je les trouve excellentes et je les ai énormément écoutées cette année. Ce qui est fou encore une fois, c'est que c'est encore un film qui a été réalisé par un vieux monsieur, puisque Jacques Audiard a 72 ans, mais c'est d'une modernité folle. Enfin bref, pour moi c'est un film absolument grandiose à ne surtout pas louper, et n'écoutez pas les critiques sur les réseaux sociaux. Déjà c'est même pas des critiques de cinéma qui disent ça, parce que la critique a été très très bonne avec Emilia Pérez. C'est vraiment des rageux depuis les Oscars qui se permettent de critiquer le film parce qu'ils voient un extrait hors contexte. Donc n'écoutez pas ça, c'est un excellent film.
film et voilà, je vous le conseille, c'est pas pour rien que c'est mon top 2, top 1. Mais comme je vous ai dit, il y a un film qui parvient à le détrôner puisque c'est mon film préféré de l'année, je vous en avais déjà parlé, je pense que certains savent très bien ce que c'est. C'est tout simplement The Substance, le plus gros coup de cœur pour moi de l'année, un film qui a été énormément apprécié aussi par la critique et par les spectateurs et ce n'est pas pour rien. The Substance est une comédie horrifique réalisée par Coraline Farja. Le film suit Elizabeth Sparkle, interprétée par Demi Moore, une célébrité vieillissante qui, pour retrouver sa jeunesse et sa popularité, se tourne vers une substance mystérieuse du marché noir. Cette drogue, un sérum réplicateur cellulaire, crée temporairement une version plus jeune et améliorée d'elle-même. Cependant, les conséquences de cette décision la conduisent à une série d'événements horrifiques et satiriques, explorant les dangers de la quête de la jeunesse éternelle et les pressions de l'industrie du divertissement. Le voilà, mon coup de cœur de l'année, et pourtant c'était une année vraiment incroyable. J'ai eu énormément de coups de cœur de films, mais The Substance les détrône tous parce qu'il me touche particulièrement personnellement. J'ai juste l'impression que c'est un film fait pour moi, vraiment, parce que tout est parfait pour moi, tout me parle. Vraiment, c'est typiquement le genre de film que c'était évident que j'allais aimer. Hein, juste quand j'avais vu le synopsis, je savais déjà que j'allais aimer, c'était sûr. Évidemment, je m'attendais pas à aimer autant parce que ça a été une énorme claque. Alors pour moi, c'est juste un chef-d'œuvre. Vous me direz peut-être que j'utilise trop le mot chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre, point barre. Et c'est même devenu l'un de mes films d'horreur et l'un de mes films tout court préférés de ma vie. The Substance est une pépite de mise en scène, une merveille d'écriture et une masterclass d'acting. C'est une perle rare, une œuvre unique en son genre et qui me passionne énormément. Déjà, j'aime les sujets qu'il aborde, les standards de beauté spécialement féminins et surtout l'agisme, en particulier envers les célébrités féminines. Ce sont des sujets importants, passionnants et tellement intéressants de les aborder par le prisme de l'horreur. J'ai déjà évoqué dans ma vidéo favorite d'octobre à quel point je trouve passionnant le fait d'utiliser le genre horrifique pour parler de sujets de société, en particulier des sujets liés à la féminité. The Substance le fait très bien, inspiré par des films de monstres comme La Mouche, qui est aussi un de mes films préférés. Coraline Farja traite le sujet avec justesse, originalité, mais aussi énormément d'humour. Alors c'est un film d'horreur, oui, mais c'est aussi une comédie absurde, qui utilise l'humour, le choc et le dégoûtant pour traiter son propos de manière très maîtrisée. Il suffit d'écouter les réactions des gens dans la salle de cinéma pour voir que ce film ne laisse pas indifférent. Les gens rigolent, puis hurlent, ce qui rend l'expérience de visionnage du film encore plus géniale. Franchement, je pourrais encore parler pendant des heures de The Substance, mais je doute que ce soit très utile. Si ça vous intéresse, il vous suffit tout simplement d'aller voir le film. Enfin, en tout cas, moi je vous le dis, c'est clairement ma grosse claque de l'année. Voilà, c'est fini pour ce top 10. Maintenant, je vais passer à mes attentes pour 2025. Je trouvais ça sympa de parler de ce qui arrive en 2025. Donc, mes plus grosses attentes de sortie, il y a bien sûr Mickey 17, qui est un film de Bong Joon-ho, donc le réalisateur de Parasite. Voilà, très très curieuse. La bande-annonce me donne énormément envie. Il y a évidemment Superman de James Gunn. Très très curieuse de voir ce qu'il va faire. 28 ans plus tard, je n'ai même pas vu les deux précédents. Donc, il faut que je les rattrape. Mais en tout cas, le film m'intrigue énormément. Il va aussi avoir un film de Julia Ducournau, je crois, qui s'appelle Alpha. Très très curieuse de voir ça puisque Julia Ducournau est tout simplement l'une de mes réalisatrices préférées ever. Voilà, après il y aura peut-être Avatar 3, Wicked 2 et Les 4 Fantastiques, je suis curieuse aussi. Donc très 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 curieuse, je pense qu'on va avoir des bonnes surprises en 2025, j'espère. J'espère que l'année sera aussi bonne que 2024 parce que franchement 2024, alors peut-être que c'est juste parce que je suis plus allée au cinéma que d'habitude, mais j'ai l'impression que c'était une excellente année de cinéma. Vraiment, il y a eu trop de pépites, enfin rien qu'à voir le top 10, je suis en mode mais c'est une dinguerie d'avoir 10 films aussi bons. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos coups de cœur de l'année, quel est votre top 10 personnel ou juste votre gros coup de cœur de l'année. Et aussi dites-moi si vous voulez quelles sont vos attentes pour 2025, s'il y a des films que vous attendez, je suis très très curieuse de voir vos attentes. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, puis en plus ça me soutient. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner également pour me soutenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous n'avez pas vu la première partie qui est sur les livres, musique, séries et podcasts, n'hésitez pas à aller la voir. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!